retourne maintenant du côté du Front Populaire 2027, la coalition qui a pour but d'envoyer un candidat unique pas unique de la gauche à l'élection présidentielle de 2027. Une coalition qui réunit aujourd'hui 5 partis politiques, les écologistes, Debout, l'Après, Génération et le Parti Socialiste, qui sont censés s'être accordés pour proposer une candidature commune. Le problème, c'est que ça patine depuis plus d'1 an parce que le Parti Socialiste n'a toujours pas voté pour participer à la coalition. Et du coup, il maintient une position un pied dedans, un pied dehors. Mais ça, on en a déjà parlé dans une autre émission. Dans cette analyse politique, on revient sur le programme du Front Populaire 2027, sur les candidats qui ont une chance d'être investis par cette coalition, et sur les chances ou non de ce candidat de remporter l'élection présidentielle de 2027. Déjà, commençons par poser la question suivante. Où se situe le Front Populaire 2027 politiquement? Comme c'est une coalition dont la caractéristique principale est de vouloir organiser une primaire pour désigner un candidat commun, on pourrait assez facilement penser qu'il n'y a aucun programme commun. Le problème des primaires, c'est que si la personne qui remporte la primaire se situe trop à droite ou trop à gauche du barycentre de la primaire, toutes les personnes qui sont de l'autre côté refuseront de la soutenir. Pour contourner ce problème, les participants à la primaire se sont accordés sur une base programmatique commune d'une 60aine de mesures. On y trouve notamment l'encadrement des marges sur les produits de première nécessité, l'instauration de la taxe Zuckman et la taxation des super-profits, ou encore une réforme de la taxation de l'héritage en matière économique, de grands plans d'investissement pour les services publics, notamment l'hôpital, la culture et l'éducation nationale, mais aussi dans la planification de la transition écologique, abroger la loi immigration et la réforme des retraites, régulariser les travailleurs sans papier, instaurer un droit à l'alimentation et augmenter le SMIC sur le plan social. Sur le plan institutionnel, il propose le passage à la 6ème République via l'organisation d'une constituante et la mise en place du référendum d'initiative citoyenne. Et sur le plan diplomatique, faire respecter le droit international, interdire la vente d'armes à des pays qui ne respectent pas le droit international, et aussi, et ça c'est intéressant, conditionner toute forme de coopération commerciale à des normes sociales, environnementales et d'égalité. Bon, ça ressemble beaucoup à un vœu pieux parce que moi, dans l'absolu, je suis entièrement d'accord, mais ça nécessiterait une réforme de la production au niveau mondial, ça ne peut pas juste se faire au niveau français. Genre par exemple, ça impliquerait de ne plus coopérer commercialement avec la Chine ou la République démocratique du Congo, et du coup, bonne chance pour avoir vos téléphones. Mais je suis d'accord que ça doit être un objectif fixé. C'est une base programmatique, mais elle est quand même assez étoffée, on pourrait même presque parler de programme tout court en vrai, une 60aine de mesures déclinées sur tous les sujets, c'est déjà pas mal. Et ce programme-là dessine une orientation social-démocrate, pas de remise en question de la gestion économique, ni du régime parlementaire, simplement une gestion entre guillemets bonne du capitalisme. Si déjà ça s'était appliqué, ce serait très bien dans le contexte actuel, mais ça ne suffirait pas à résoudre la crise du néolibéralisme, qui nécessite une remise en cause complète du capitalisme lui-même. Or ici, c'est assez clair qu'il n'y a pas de sortie du capitalisme à l'horizon, c'est juste un plateau de mesures communes qui ne propose pas de transformation radicale. Ça permet toutefois de fixer le barycentre de cette primaire, un barycentre qui permet à la fois d'admettre des candidatures de gauche modérée et des candidatures de gauche radicale. En théorie. Maintenant, dans la pratique, quels sont les candidats potentiels à un poste de candidat commun du Front Populaire 2027 pour la présidence de la République? Eh bah, même s'il y en a un peu plus que ça, il n'y en a en réalité que 2 qui se dégagent aujourd'hui vraiment et peuvent espérer gagner, Marine Tondelier et François Ruffin. Ce sont les seuls qui bénéficient aujourd'hui d'une véritable audience nationale, et même si je ne remets pas en question la légitimité de Clémentine Autain ou de Lydie Massart, elles ont quand même beaucoup de mal à exister aujourd'hui, que ce soit médiatiquement ou sur le terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que Ruffin et Tondelier se positionnent d'emblée plus à gauche que le barycentre du Front Populaire 2027. Par exemple, là où le programme commun prévoit une augmentation du SMIC sans préciser de combien, les écolos disent qu'ils l'augmenteront à 1600 € et Ruffin à 1700 €. Là où le programme commun parle d'encadrer les marges des produits de première nécessité, Ruffin parle de bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Pour les deux, on se dirige davantage vers un programme démocrate-socialiste que social-démocrate. Voir toutes les émissions que j'ai déjà sorties sur l'influence considérable de la France insoumise sur le reste de la gauche qui a fini par peu ou prou s'aligner sur les mêmes positions. Maintenant, est-ce que le candidat qui remporterait cette primaire aura une chance de l'emporter à l'élection présidentielle de 2027 ?
De mon point de vue, ça dépend. Marine Tondelier, malheureusement pour elle, j'y crois pas trop. Premièrement parce que sa stratégie, qui consiste à mobiliser uniquement le vote utile de gauche autour de sa personne, me semble vouée à l'échec. Et deuxièmement parce que les sujets sur lesquels Marine Tondelier est identifiée, à savoir l'union de la gauche et l'écologie, vont avoir beaucoup de mal à être des sujets prioritaires pour 2027. Et oui, je sais, je dis ça en pleine canicule provoquée par le réchauffement climatique. François Ruffin, à la rigueur, il a peut-être un peu plus de chances d'y arriver, même si le chemin va être très long. Premièrement, parce que sa stratégie politique à lui consiste à étendre l'électorat de gauche en mobilisant les abstentionnistes des villes moyennes et des zones rurales et périurbaines. Mais aussi parce que les sujets sur lesquels il est identifié, c'est le social, l'économie et les conditions de travail, des thèmes qui sont parfaits pour une élection présidentielle. On rappelle qu'en 2022, Marine Le Pen avait plié le match à l'extrême droite en choisissant de faire campagne sur le pouvoir d'achat et non pas sur l'immigration. Et justement, Ruffin pourrait profiter d'un effondrement du vote Bardella. Alors oui, aujourd'hui, Bardella, même s'il est en légère baisse, il reste très haut dans les sondages. Sauf que sa ligne politique semble se diriger vers le libertarianisme, c'est-à-dire un désengagement massif de l'État, à part dans la police et l'armée, et une destruction du service public au profit du secteur privé. Et cette ligne-là pourrait lui aliéner tout l'électorat ouvrier que Marine Le Pen a réussi à capter en ne parlant pas uniquement d'immigration, mais en ayant aussi des propositions à faire sur le plan social. Si Bardella fait une campagne de merde, il existe une possibilité qu'une partie de son électorat se détache pour aller vers Ruffin. En témoignent les appels du pied plus ou moins subtils que Ruffin a fait ces derniers temps, notamment en se déclarant hostile à l'immigration de travail. Maintenant, on va pas se mentir, ils partent clairement pas favoris, notamment parce que si Mélenchon réussit à plier le match avant la rentrée, ce qui semble commencer à se confirmer au vu du sondage Odoxa qui est paru cette semaine et qu'il met à 16%, ce qu'il restera du Front Populaire 2027 pourrait bien se désintégrer. Qui vivra verra. À la prochaine!